Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Bonjour, bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité est Dr Jean-Joseph Condé, qui est représentant du Québec à l'Association médicale canadienne. Il s'agit de la 3e visite du Dr Condé au balado. Cette semaine, nous parlons d'un sondage récent de l'Association médicale canadienne sur le bien-être des médecins. Ce sondage tombe à point dans le contexte actuel au Québec avec le projet de loi 106 et toutes les tensions qui y sont rattachées. Vous allez être à même de comprendre à quel point tous ces enjeux sont reliés et à quel point la santé de vos soignants est en péril. Je vous invite donc à écouter avec attention le témoignage du docteur Jean-Joseph Condé de l'Association médicale canadienne. Bonne écoute. Jean-Joseph, bon matin. Bonjour Jean-Pierre. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui. En forme, on est là, dans le contexte, on est quand même en forme. Oui, écoute, pour nos auditeurs, là, ceux qui écoutent, on enregistre le 21 octobre 2025. Là, ça semble être une semaine charnière pour le réseau de la santé. Là. On ne sait pas à quoi s'attendre cette semaine en lien avec le projet de loi 106 et les moyens de pression que les médecins exercent pour faire tomber ce projet de loi. Donc, au moment même où on se parle, il y a vraisemblablement des tractations au plus haut niveau là, pour tenter de résoudre cette crise sans précédent. Là. On se disait ça avant de rentrer en ondes. Donc, merci. Donc, c'est ta 3e présence. Donc, c'est toujours très apprécié. Donc, j'ai vu passer donc un sondage de l'AMC sur le bien-être des médecins. Ça m'a interpellé puisque, tu sauras me le dire tout à l'heure, mais l'état de santé psychologique et physique des médecins, c'est une préoccupation de longue date du corps médical. Puis on dirait que ça passe en dessous du radar. Là. On aura l'occasion d'en discuter au cours de la prochaine heure. Donc, tout à fait. J'aimerais, pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté tes 2 premiers épisodes avec nous, peut-être nous rappeler avant de commencer qu'est-ce que l'Association médicale canadienne, là, qui est une institution historique, disons. Donc, l'Association médicale canadienne, c'est un regroupement de médecins canadiens d'un océan à l'autre. Leur but est d'améliorer le système de santé autant au bénéfice des patients que des médecins. Donc, améliorer, faire des recommandations, puisqu'on n'est pas un syndicat, on ne négocie pas directement avec les gouvernement, mais améliorer, faire des recommandations pour améliorer les conditions de travail des médecins, pour améliorer l'environnement de travail des médecins, de façon, évidemment, à ce que ça se répercute sur la clientèle et que nos patients aussi reçoivent de meilleurs services. Donc, faire des recommandations au bénéfice des Canadiens et des médecins canadiens.
Et se poser de grandes questions. On avait discuté il y a quelques mois, là, donc peut-être de la place du privé ou d'essayer de porter, je trouve, un regard de sage un peu sur des situations qui sont parfois un peu épidermiques. Donc, c'est l'avantage de ne pas être directement impliqué dans les négociations avec les provinces, c'est qu'on peut rester un peu plus au-dessus de la mêlée et regarder ce qui fonctionne bien dans une province, ce qui fonctionne mal dans une autre province, ce qui fonctionne bien ailleurs dans le monde et de faire des recommandations au gouvernement. Donc, on parle autant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provinciaux et on parle évidemment aux associations médicales pour leur dire hey, écoutez, telle chose, ça a l'air de bien fonctionner. Hey, en Colombie-Britannique, dernièrement, on disait à la FMOQ, en Colombie-Britannique, ils ont eu une entente. Écoutez, vous devriez regarder ça, là, c'est intéressant. Les médecins reviennent à la pratique grâce à cette entente-là. Donc, il y a certainement des choses qui se font, des choses bien qui se font ailleurs, dont chaque province peut s'inspirer. Tout à fait, tout à fait. Ce qui nous amène au sujet de la discussion d'aujourd'hui, qui est un sondage dont les résultats finaux ne sont pas disponibles. Donc, peut-être que toi, tu les as vus. Moi, j'ai les résultats préliminaires. Donc, un sondage sur le bien-être des médecins. Pourquoi c'est un sondage maintenant, donc, de la part de l'AMC sur ce sujet spécifique? Donc, on fait un sondage aux 3 ans. Sur la santé des médecins. D'accord. Pour voir comment vont nos médecins. Parce qu'en fait, personne dans le réseau ne se pose la question comment vont les médecins. On en demande toujours plus aux médecins, on en exige toujours plus aux médecins. Quand je dis on, c'est autant le système de santé que les patients sont toujours plus exigeants envers les médecins, mais personne ne s'arrête à se poser la question, mais comment vont les médecins, en fait? Et ce sondage-là, écoute, les résultats préliminaires, on n'est pas surpris. C'est ce que probablement toi et moi, on observe dans nos milieux, c'est que nos collègues sont épuisés, nos collègues sont à bout de souffle. Bien, en fait, tu dis le système en exige plus, les patients, mais je pense qu'il faut être médecin pour le comprendre. On a une personnalité où nous-mêmes, on crée des boucles qui nous incitent à produire plus. Et je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y a également des données qui démontrent que le surtravail est en soi une forme d'épuisement professionnel ou un indice. Les gens qui sont épuisés ont tendance à travailler de plus en plus puis rentrer dans cette espèce de boucle infernale. Puis moi, ça fait longtemps que je le vis, en tout cas du point de vue chirurgical. C'est cette inaptitude à dire non. Donc, à avoir plus de patients, des petites choses imperceptibles que les gens ne voient pas. On va peut-être en parler pour le projet de loi 106 tout à l'heure, mais moi, si j'ai un appel cette semaine pour voir M. Condé qui a un cancer du sécom, je ne vais pas dire placez-le à la première clinique disponible, même si c'est dans 6 semaines. Je vais dire mets-le lundi matin à 7h30 avant que je commence ma salle d'opération, parce que c'est un cancer, il faut le voir tout de suite, tu sais. Ce sont des choses imperceptibles. Tu as tout à fait raison. On a été formés pour soigner, pour traiter, pour aider la population. Et donc, c'est sûr que nous aussi, on est exigeants envers nous. Et en plus, il y a le système de santé qui nous en demande plus. Nos patients aussi, parce que nos patients ne veulent pas attendre pour hey, comment ça, docteur, mon scan, c'est pas avant 3 mois. Comment ça, je suis pas capable d'avoir avant ça? Comment ça, que Jean-Pierre, tu peux pas m'opérer plus tôt que ça? Donc, il y a toute cette pression qu'on met sur le médecin. Mais qui, dans le réseau de la santé, s'intéresse à la santé des médecins? Ben, en fait, c'était ma question. Quel est le public cible? Donc, vous allez publier ce sondage-là. Qui lit ce type de sondage-là, selon toi, Jean-Joseph? J'ai l'impression que malheureusement, peut-être ça fait un peu... ça s'affaisse rapidement, donc... Oui, écoute, donc c'est évidemment les associations médicales elles-mêmes qui s'occupent de leurs médecins. Donc ici au Québec, FMOQ, FMSQ qui sont très intéressés à ce sondage-là pour voir comment vont nos médecins. Les gouvernements pour leur dire attention, là, vous en demandez beaucoup aux médecins, mais est-ce que vous pensez à leur santé? Est-ce que vous réalisez que vous êtes en train d'essayer au Québec, entre autres, dernièrement, vous êtes en train d'essayer de rendre plus performants des gens qui sont déjà
déjà à bout de souffle, qui sont déjà épuisés, et évidemment la population, qu'elle soit sensibilisée. On a donné plusieurs entrevues dans des médias publics, la population, pour qu'elle soit au courant que si votre docteur, attention, faites-y attention, votre docteur aussi, il y a ses limites, votre docteur aussi, c'est un humain. Les gens oublient que le docteur est un humain. Mes patients voudraient que je sois là tout le temps, que je prenne jamais de vacances. Ils appellent, je suis pas disponible, mais pour eux, je suis pas de garde à l'hôpital, je suis pas à la clinique. Non, il est encore en vacances. Ouais. Mais non, il n'est pas en vacances, il travaille ailleurs. Mais ça me semble un phénomène universel auprès des gens qui sont en santé, puisque j'ai enregistré un balado récemment avec une dentiste française, puis qui me rapportait qu'elle a acheté la pratique d'un dentiste, là, donc d'un homme, puis assez rapidement, elle s'est fait reprocher de ne pas ouvrir le jeudi soir, d'être moins disponible. C'est devenu une forme de pression, là, donc ça semble qu'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose d'universel peut-être dans notre formation, c'est cette problématique-là liée donc aux exigences du milieu, je sais pas. Mais tout à fait. Écoute, puis un des chiffres marquants du sondage, c'est que je sais pas comment tu pensais l'aborder, là, mais un des chiffres, écoute, c'est quand tu penses que 65% des médecins ont consulté un programme d'aide dans les 5 dernières années. Là, tu te dis, wow! Quelle entreprise, quelle organisation accepterait que 65% de ses employés aient consulté au programme d'aide sans rien faire? Écoute, les entreprises, dès que tu atteins 20% de taux de consultation au programme d'aide, on s'assoit, on se dit, il y a un problème, là, attention, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre entreprise? Comment qu'on peut améliorer les conditions de travail ou la santé de nos employés? Là, tu as une entreprise, le système de santé, qui accepte que 65% de ces médecins aient consulté au programme d'aide et qui n'ont rien fait pour aider ces médecins-là. Les programmes d'aide des médecins, c'est nous qui les finançons, c'est nos fédérations qui les finançons, c'est le médecin qui paye quand il consulte, mais qui s'occupe de la santé des médecins? Alors, est-ce qu'on pense qu'Air Canada accepterait que 65% de ses pilotes aient consulté au programme d'aide depuis 5 ans? Ça fait longtemps que quelqu'un aurait tiré la sonnette d'alarme pour dire il y a quelque chose qui ne marche pas, là, attention, il faut qu'on s'occupe de la santé de nos pilotes. En fait, c'est un excellent exemple parce que dans l'aviation, ce serait perçu comme un risque probablement pour la sécurité des clients. Ce qui est possiblement le cas dans le réseau de la santé aussi, mais c'est occulté, là, tu sais. Absolument. Écoute, c'est pour ça que je dis que ce chiffre me choque, me marque. Quand nos médecins consultent, ça veut dire qu'ils sont pas en santé, mais ils travaillent pareil, ils continuent à travailler pareil. Si on regarde le taux d'épuisement professionnel, et là, on parle pas de simplement, avez-vous des symptômes d'épuisement professionnel? C'est ceux qui nous ont déclaré avoir un taux élevé d'épuisement professionnel. 46% des médecins canadiens, au Québec, c'est pas mal similaire, c'est 48% des médecins québécois nous ont dit avoir des signes d'épuisement professionnel. Mais c'est inquiétant quand près de la moitié de tes médecins qui vont soigner la population sont épuisés. Là, je me pose la question, mais mon Dieu, quel Québécois a le goût de se faire soigner par un médecin épuisé? 42% aussi, c'est un peu, on est dans le même thème, là, dépression, épuisement professionnel. 42% auraient des signes ou symptômes de dépression. Avez-vous, sans te prendre, je ne sais pas si tu as la réponse sur ici disponible, avez-vous vraiment posé des questions spécifiques sur les idéations suicidaires, vraiment aller des questions extrêmement délicates à ta connaissance? Donc, sûrement qu'on l'a posé. Le résultat n'est pas dans les résultats. La réponse n'est pas dans les résultats préliminaires. C'est ça. Mais la dernière étude en 2021, c'était 14%. 14%. Donc, j'ai hâte de voir les chiffres cette année. 14% des médecins avaient eu des idéations suicidaires dans la dernière année. 14%. C'est énorme. C'est incroyable. Pourquoi? Mais c'était en 2021. C'était pendant la COVID. Bon, mais on a vu en fait que pendant la COVID, les chiffres s'est détérioré un peu, je pense. Globalement, on pourrait dire ça. Donc, 2021.
Puis là, Tout à fait. on a une petite amélioration, mais par rapport à 2017, ça semble un peu détérioré. Globalement, on pourrait peut-être résumer ça comme ça. Oui, on ne retrouve pas les chiffres de 2017, donc les médecins... Qui n'étaient pas très bons. Non, les médecins sont épuisés. Puis, je fais important à noter pour les auditeurs québécois, c'est que ce sondage-là a été fait au mois d'avril, avant le PL 106. Alors, quand je dis que les médecins québécois ont le même score que les médecins canadiens, mais je ne serais pas sûr de le faire maintenant avec tout ce qui se trame autour du PL 106. Est-ce que nos chiffres seraient les mêmes? Je ne suis pas sûr. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de Scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Je me demandais, on parlait un peu là, de la vision de la population. Là. On l'entend régulièrement là, sur le fait, la perception que la population a des médecins, vous êtes bien payés, arrêtez de vous plaindre. C'est des choses qu'on entend régulièrement. Là. Même, j'en parlais avec quelques personnes récemment. C'est rentré un peu dans le subconscient collectif. Là. Il n'est pas rare qu'on entende un chroniqueur ou un journaliste en train d'interviewer un leader syndical et glisser dans l'entrevue ou dans la question en préambule le fait que les médecins ont des bons revenus. C'est devenu une espèce de... C'est une chose qu'on entend de façon systématique. Puis je donnais l'exemple, c'était un peu comme si un journaliste, à toutes les fois qu'il interviewe un politicien, glisse dans la question en préambule le fait que les politiciens sont corrompus, là, compte tenu que ça pourrait être un peu dans l'imaginaire collectif, mais que ça devenait comme un automatisme de dire, écoutez, on parle de tel sujet, monsieur un tel, compte tenu que les politiciens sont corrompus, comprends-tu ce que je veux dire? Ça deviendrait comme un automatisme de glisser ça tout le temps là-dedans, là, de dire, écoutez, compte tenu de... Mais dans le cas des médecins, c'est souvent les revenus qui reviennent à l'avant-plan. Long préambule pour demander pourquoi est-ce que la population est sensible à cet enjeu de la santé psychologique des soignants, puis et ensuite, si oui, si non, pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Donc, juste pour revenir à ton premier point sur les revenus des médecins, chaque fois qu'on me le sort en entrevue, écoute, la meilleure réponse que j'ai trouvée, là, c'est que moi, comme médecin de famille, pour voir un patient en cabinet privé dans ma clinique, avec des frais de bureau, je suis payé 45 $ pour voir un patient. Fait que lorsqu'on me dit qu'un médecin de famille fait 350 000 par année, ben, excusez-moi, là, à 45 $ de la visite, là, il en a vu du monde, ce docteur-là, pour faire 350 000. Et toi, comme chirurgien, pour une consultation, au prix que tu es payé, pour faire 400 000, 500 000, t'en as vu du monde. Ouais. Alors, tu sais, qu'on vienne pas me faire, tu sais, on n'est pas payé 200 $ de la visite, là. On n'est pas des travailleurs de la construction qui avant même d'arriver chez toi, te facture 150 $. Là. Alors moi, à 45 $ de la visite, là, je m'excuse, là, venez pas me dire que 350 000 c'est impressionnant. Au contraire, il faudrait féliciter la personne qui a fait 350 000 parce que ça veut dire qu'elle en a vu en titi du monde. Écoute, excellent point. Puis, sur cette perception de la population ou cette absence de sensibilité, peut-être à certains égards, là, sans offusquer personne. Ouais, mais ça, c'est
Ça revient un peu au chiffre dans le sondage que tu as dû voir que 74% des médecins se disent victimes de harcèlement. La population elle n'est pas consciente qu'on est épuisé. C'est me, myself and I. Les gens pensent à eux. Docteur, quand est-ce que vous allez m'opérer pour mon cancer? Docteur, mon scan vous m'aviez dit, j'aurais eu mon scan au mois de septembre. On est rendu au mois d'octobre. J'ai toujours pas eu mon rendez-vous pour mon scan. Les gens pensent à eux, c'est normal, leurs préoccupations, leur santé. Donc, la santé du médecin est secondaire pour eux. Puis, écoute, triste histoire, là, on a eu un collègue à Val-d'Or qui est décédé jeune. Il avait une maladie dégénérative. Mais écoute, le type était même pas encore décédé. Il faisait encore du bureau, mais les gens savaient qu'il avait une maladie dégénérative et ça n'allait pas bien. Ben, les patients, la première chose qu'ils ont fait, c'est prendre un téléphone puis chercher un autre médecin pour les suivre sans aucun égard à leur médecin qu'ils ont eu pendant 30 ans, qui les a suivis puis qui maintenant était au bout du rouleau. Donc, les gens pensent à eux. Personne à leur santé. Personne ne se soucie de la santé des médecins. Le chiffre de 74%, le harcèlement, ce qu'il nous montre, c'est ces patients ces demandes récurrentes. Le patient qui revient à notre bureau, docteur, j'ai toujours pas eu mon examen, docteur, j'ai toujours pas eu le rendez-vous avec mon spécialiste. Alors, à un moment donné, ça devient harcelant pour le médecin. Et c'est ce qui me fait dire que les gens se soucient peu de notre santé parce que sinon, ils ne nous harceleraient pas autant. C'est pas de notre faute s'il y a une attente de 6 mois pour un scan à Val-d'Or. J'ai pas le contrôle là-dessus, mais la seule porte d'entrée dans le système du patient, c'est moi. Alors, il revient me voir parce que quand il téléphone à l'hôpital, ils lui disent « Vous êtes sur la liste d'attente, ne nous appelez plus, on va vous appeler quand ça va être votre tour. » Exact. Écoute, ça rejoint exactement ce que Guillaume Charbonneau, qui est représentant de l'AMOC, donc l'Association des médecins omnipraticiens de l'Ouest du Québec, me racontait en entrevue la semaine dernière. L'épisode est en ligne. Il a une collègue qui était, je pense, en CLSC, qui suivait un patient qui était atteint d'une maladie vasculaire, qui avait des douleurs chroniques. Puis sa collègue essaie d'avoir une consultation en chirurgie vasculaire. Le patient n'est pas vu. Donc, comme tu le sais très bien, quand le patient est en attente d'un examen, tu l'as bien dit, le patient revient te voir. On peut dire, j'ai pas encore eu mon examen, j'ai pas encore eu ma consultation. Puis là, le médecin essaie de rappeler, peut-être appelle le chirurgien de garde. Il n'y a pas vraiment de chirurgie vasculaire en Outaouais, à ma connaissance, là. Il appelle peut-être à Montréal. Ça se répète pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'un matin, la patiente, là, qui a été, entre guillemets, un peu harcelée par le pauvre patient, là, qui était coincé là-dedans, apprend que le patient, au bout de ses douleurs, s'est enlevé la vie. Alors, la médecin en question a dit « Ça y est, je quitte ce réseau public. Je ne vivrai plus ça, moi, de supporter cette forme de harcèlement-là, lié, puis en plus, en ayant les mains attachées, pas de ressources. Là, ça rejoint, je pense, l'exemple Catastrophe, tu vois, c'est un patient qui une chirurgie de prothèse de la hanche, patient qui attendait une prothèse de la hanche. Écoute, ça c'est en Abitibi, je sais pas dans ton coin, c'est à Québec l'attente probablement 1 an pour une hanche. En Abitibi, c'est 2 ans d'attente pour une hanche. Écoute, le patient a le temps de se rendre en fauteuil roulant avant d'être opéré. Exactement. Tu lui prescris du Dilaudid, il vient faire renouveler sa pression de Dilaudid. C'est tout ce que tu peux faire pour lui. Il y a un patient qui me dit, et finalement, l'image est marquante, il dit « Docteur, va-t-il falloir que j'aille me faire frapper par un 10 roues devant l'hôpital pour qu'on m'opère d'urgence pour avoir une hanche? » Incroyable. Il y a un problème d'accès aux soins qui est lourd pour le patient et ça comme tu le mentionnes, ça se reflète dans le bureau du médecin. Nos gastro, ils pourraient en faire plus de consultes, mais ils disent, Jean-Joseph, ça sert à quoi que j'envoie plus de patients? J'ai pas de temps d'endoscopie, donc je veux bien voir des patients, rendez-vous, oui, ça vous prend une coloscopie, oui, ça vous prend une gastroscopie, mais je n'ai pas d'accès en endoscopie, mon accès est limité. Donc, volontairement, le gastro-entérologue limite le nombre de nouveaux patients qu'il peut voir parce qu'il sait qu'au bout du compte, il ne pourra pas les scoper.
Alors, tu sais, En le système fait, ne fonctionne pas. ça pourrait être un des enjeux délétères du projet de loi 106 parce que on connaît pas les cibles, évidemment, là, pour les gens. J'inviterais les gens qui critiquent les médecins dans le moment d'aller lire le projet de loi 106. Là, ça se lit quand même assez rapidement, mais les cibles sur lesquelles on serait jugé demeurent pour l'instant inconnues et c'est vraisemblablement volontaire de la part du gouvernement. Mais on peut imaginer qu'un chirurgien décide effectivement de faire moins de nouvelles consultations, entre guillemets, chirurgicales, parce qu'on peut identifier, nous, lorsqu'on trie une requête, moi, si je reçois une requête à ton nom, je vais savoir, est-ce qu'on s'en va vers une chirurgie ou on s'en va simplement vers une consultation? Je vais te donner un exemple, si c'est marqué lithiase vésiculaire, besoin d'une chirurgie pour la vésicule biliaire, ça, je sais que je vais te mettre sur une liste d'attente. Mais si je vois douleur anale ou hémorroïdes, ça, je sais que ça va être une consultation en clinique, peut-être des soins locaux, conseils, ou des choses comme ça. Alors, éventuellement, moi, je pourrais décider de prioriser des consultations qui sont non chirurgicales pour éviter de gonfler ma liste d'attente et de me retrouver, finalement, si on veut, avec le poids sur mes épaules de gérer cette liste d'attente-là, puis de me faire dire, « Dr. Gagné, vous n'êtes pas performant, là, vous avez 30 ou 40 patients en attente depuis plus d'1 an, alors que j'ai aucun contrôle là-dessus. » Et ce que les gens ne comprennent ou réalisent peu, c'est le fait que là, on est en train de réouvrir, mais depuis 5 ans, on fonctionne avec 100 salles d'opération de moins dans la province. 20%. Donc, au lieu d'avoir 500 salles d'opération, il y en a 400. Bref, mais... Et tu mets le doigt, si on parle du 106 tantôt, tu mets le doigt sur le gros problème du 106, là, c'est le manque de ressources. Dis-moi, avez-vous pensé, en te parlant, avez-vous pensé ou avez-vous déjà sondé la population sur leur perception de ces enjeux-là pour comprendre pourquoi les gens sont peu sensibilisés, peu intéressés, ont des préjugés peut-être, je ne sais pas. Ouais. Intéressant, non. À ma connaissance, on n'a pas fait de sondage de la population sur leur perception de la santé des médecins. Mais écoute, je pense qu'avant de faire un sondage de la population, je le ferais peut-être sur nos gestionnaires du réseau. Sont-ils conscients que... S'ils acceptent de répondre. Sont-ils conscients... Oui, tout à fait. Si Santé Québec les laisse répondre. Sont-ils conscients que 65% de leurs médecins ont consulté dans un programme d'aide dans les 5 dernières années? Pour moi, c'est un chiffre effarant. C'est un chiffre épeurant. 65% de vos pilotes d'avion ils ont consulté pour un programme d'aide. Vous, comme gestionnaire du réseau, en êtes-vous conscient? En avez-vous conscience? Ben non, vous leur en demandez encore plus, puis encore plus. C'est incroyable. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Écoute, en fait, ça nous amène, tu le disais très bien, le sondage a été fait avant le dépôt du projet de loi 106, à certains égards avant le blitz de négociation aussi là, des renouvellements d'entente collective. Puis selon toi, si on refait le sondage aujourd'hui, les chiffres sont encore pires. Donc,
en quoi, là, comme ta perception, toi, d'observateur puis de connaisseur spécialiste du réseau, là, en quoi le projet de loi 106 vient-il rajouter encore un peu d'huile sur le feu, là, puis quels sont les risques? Donc, nous avons ce que le sondage nous dit, près de 50% des médecins sont épuisés, sont à bout de souffle. Alors, comment est-ce qu'un gouvernement peut penser qu'avec un projet de loi, on va rendre des médecins épuisés encore plus performants? C'est complètement aberrant. Les chevaux sont épuisés et là, on pense que c'est en les fouettant encore plus qu'ils vont les rendre plus performants. Oublie ça. Quand ton cheval est épuisé, tu prends le temps de le laisser se reposer, tu changes son environnement, l'environnement dans lequel il fonctionne, tu le laisses se reposer, tu le laisses récupérer et tu trouves des façons à améliorer sa performance. C'est vraiment pas c'est vraiment aberrant de penser que c'est en fouettant un cheval déjà épuisé que tu vas le faire performer encore plus. Alors, c'est ce que je pense c'est ce qu'ils essaient de faire avec le 106. Ils s'en foutent qu'on soit épuisé, ils se disent ah, on va les fouetter encore plus, on va couper 15 ou 25% de leur rémunération, on va leur mettre des cibles, puis on va les forcer à travailler plus. Mais non, tu peux pas les forcer, ils sont épuisés. Puis c'est pas abstrait ce que je te dis, je regarde autour de moi mes collègues, puis c'est à peu près ce que je vois, là, 50% sont fragiles. Là. Mais t'as beau leur mettre un projet de loi 50% là, ils travailleront pas plus fort, ils verront pas plus de patients, ils sont déjà à bout du rouleau, surtout les jeunes médecins en particulier, avec des jeunes familles, conciliation travail-famille, s'occuper de la famille. Pensez-vous vraiment qu'avec un projet de loi, avec des mesures coercitives, des mesures punitives, vous allez les forcer à travailler plus? Pas du tout. Exactement. Écoute... Alors, je pense que le taux va augmenter, puis... Il y a un autre chiffre dans le sondage, 37% des médecins au mois d'avril pensaient déjà ralentir leur pratique au cours des 2 prochaines années. Alors, avec le PL 106, ce ne sera pas, si on fait le sondage aujourd'hui et que le PL 106 passe, c'est pas 37% qui vont penser ralentir dans les 2 prochaines années, ça va être beaucoup plus élevé. Puis là, le gouvernement, que je lis partout, ce que tu dis partout, le gouvernement va se ramasser dans un beau problème, dans un gros problème, c'est que tu vas avoir une augmentation des besoins en santé, évidemment, avec le vieillissement de la population, avec le manque de ressources, augmentation des besoins, puis tu auras de moins en moins de médecins pour les soigner parce que nos médecins ne travailleront pas plus fort et ceux qui sont rendus à un certain âge vont tout simplement quitter le navire. Tu parlais de conciliation travail-famille, c'est drôle, parce que moi, au dépôt du projet de loi, j'avais interpellé le Conseil du statut de la femme par courriel pour leur dire que je considérais que c'était un projet de loi qui était discriminatoire à l'endroit des femmes médecins. Je pense qu'on pourrait affirmer aujourd'hui qu'encore plus de femmes médecins que d'hommes occupent un double emploi, donc la famille et le travail. Et on a vendu à ces femmes médecins-là depuis une trentaine d'années la possibilité de s'épanouir au point de vue professionnel en étant médecin, de pouvoir en même temps fonder une famille. Et à moins d'être complètement délirant, ça vient ça parfois avec certains accommodements au niveau de la charge de travail pendant la période cruciale où on a des enfants, puis où on les élève, puis on veut les amener à bon port en étant éduqués par leurs parents et pas par des gardiennes et des techniciennes. Donc, puis là, on viendrait dire à ces femmes médecins-là, peut-être qui travaillent, je veux dire 3 jours semaine, disons, que non, ce que vous faites comme travail à 3 jours semaine, là, c'est insuffisant. Puis ce que vous faites en dehors de la clinique, d'élever des enfants, de vous impliquer peut-être même au niveau scolaire, puis bénévolat ou autre, ça ne vaut rien. T'sais. Parce que ça, c'est les enfants. Puis à certains égards, je pense que c'est discriminatoire à l'endroit des personnes âgées ou des médecins plus âgés, disons, dont nous sommes, où on viendrait leur dire, écoute, toi, moi, je vais avoir 56 ans cette année, donc dans 1 an ou 2, je dirais, moi, j'aimerais ça ralentir. Ah non, docteur Gagné, là, tu sais. Vous ne pouvez pas ralentir parce qu'on va vous pénaliser, puis en plus, on va pénaliser vos collègues. Parce que tu vas avoir, toi, Jean-Pierre, une cible collective dans ton groupe, tu sais. Puis à ce moment-là, mes collègues vont dire, regarde, Jean-Pierre, si tu ralentis, on aimerait mieux que tu t'en ailles. T'sais. Puis...
Puis le projet de loi 106 arrive, mais il faudrait que les gens comprennent qu'il y a tout un lot de réglementation depuis des années qui a créé un paquet de vices. Moi, j'ai un collègue qui prend sa retraite ces jours-ci qui aurait encore énormément à donner au réseau, là, mais voulait ralentir, était prêt à arrêter. La réglementation des PEM, donc des plans d'effectifs médicaux, l'empêche de continuer à travailler parce qu'il doit libérer son poste pour faire venir quelqu'un d'autre, alors que peut-être le collègue en question et moi aurions pu dire, écoute, nous à deux, là, on va occuper. On va travailler à demi-temps chacun, puis on pourrait dire au groupe, écoutez, à demi-temps, là, les chers amis, chers jeunes collègues, là, nous, on pense qu'on peut encore vous donner un bon 7 à 8 ans, là, tu sais. Mais les gens sont pris devant un cul-de-sac, là, je veux dire. Donc, c'est une réglementation de plus qui fait que... Moi, je suis très inquiet pour les prochaines années. Je veux dire, si ce projet de loi passe, là, je veux dire... Puis, tu sais, quand on parle de l'autre chiffre dans le sondage, quand on parle d'épuisement, tu as tout à fait raison. Donc, on parlait de 46% at large, mais quand on regarde les femmes médecins et les jeunes médecins de moins de 10 ans, donc jeunes familles probablement, le taux est plus élevé, le taux monte à 56%, parce que là, c'est exactement ce que tu dis, c'est, écoute, il faut que je m'occupe de mes patients, il faut que je m'occupe de ma paperasse, il faut que je m'occupe de mon DME, en même temps, il faut que je m'occupe des enfants. Fait que nos jeunes collègues de 10 ans et moins, le taux d'épuisement est beaucoup plus élevé. Parce que il y a certaines réalités, je dis pas ça pour donner l'image qu'on fait pitié, là, mais moi, je le vis, là, comme hier, j'étais en train d'opérer avec... Une amie chirurgienne qui a un jeune enfant. Le conjoint travaille à l'extérieur cette semaine. Elle a un enfant qui est à la garderie. Et imaginons le scénario où la garderie appelle pour dire « Écoutez, votre enfant fait de la fièvre, vous venez le chercher. » Là, c'est pas un emploi comme les autres, là. Elle est en salle d'opération, elle est brossée avec les gants, du sang, en train d'opérer avec moi. Puis là, la garderie appellerait, dit « Écoutez, il fait de la fièvre, il vient de vomir, venez le chercher. » Venez le chercher. Je veux dire, tu peux pas. Mais ça, c'est une source de tension, là, c'est un fardeau de plus, là, donc j'ai bien hâte de voir la suite. En fait, j'ai pas hâte, là, plutôt j'appréhende. Jean-Joseph, vous avez quand même aussi demandé aux collègues des pistes proposées, donc, pour améliorer finalement le recrutement, le maintien en poste, améliorer, disons, les qualités de vie. Là, il y en avait 4. Là. Il y avait la réduction du fardeau administratif, le travail en équipe, des milieux sécuritaires, puis une meilleure connectivité des systèmes. Peut-être si tu m'entretenais un peu sur ces 4 items, puis des pistes de solutions. Le fardeau administratif étant récurrent là, comme doléance, évidemment. Oui, donc en fait, il y a 4 pistes de solutions qu'on pense qui peuvent être appliquées rapidement. Intelligence artificielle, donc l'AMC. D'ailleurs, on a un congrès, on sera à Québec le 28 novembre. On a un congrès à Québec le 28 novembre sur l'intelligence artificielle en médecine. Comment est-ce qu'on peut améliorer le travail des médecins avec l'intelligence artificielle? Donc, je pense que le DME, c'était la première étape pour que tout le monde soit informatisé au niveau des dossiers médicaux. Maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de plus en plus, on voit qu'on va être capable de soulager les tâches administratives des médecins, que ce soit par les scripts médicaux qui vont transcrire les notes cliniques, que ce soit par ces logiciels, ces mêmes scripts qui vont générer un certificat médical à partir de la note clinique. Donc, le médecin n'aura plus à remplir un formulaire d'invalidité. Le logiciel va générer ce formulaire-là à partir de la discussion, de ce qu'il aura retenu de la discussion de ce patient et son médecin. Donc, plein de petites choses comme ça qui, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent améliorer la qualité de vie des médecins, diminuer le fardeau administratif, parce que dans le sondage, nos médecins, tu ne seras pas surpris, passent 10 heures par semaine. En moyenne. Exactement, à faire de la paperasse. C'est-à-dire, moi, quand je termine de voir des patients à 5 heures, mais je reste à la clinique jusqu'à 7-8 heures le soir à remplir des formulaires, à faire des prescriptions, à envoyer des fax ou à préparer des fax pour ma secrétaire le lendemain. Alors, c'est autant de choses qui vont pouvoir être soulagées.
parenthèse sur les jeunes médecins et sur la féminisation. Mes collègues femmes, avec de jeunes enfants, mais écoute, à 5 heures, elles rentrent à la maison, elles vont s'occuper des enfants, voir les enfants un peu. Puis moi, ce que je fais au bureau de 5 heures à 8 heures le soir, c'est à 8 heures. Et 8 heures, quand les enfants sont couchés, que là, elles rouvrent leur ordinateur puis elles se mettent à faire toute la paperasse que moi, j'ai fait de 5 à 8. Elles le font de 8 heures à 11 heures. Ça n'a aucun puis sens. À 11 heures, elles vont se coucher. Exactement. Alors, ça, c'était bref, parenthèse sur la conciliation travail-famille qui est très difficile en médecine. Oui, intelligence artificielle pour améliorer, diminuer, réduire le fardeau administratif. Ensuite, travail en équipe multidisciplinaire. Ben oui, de plus en plus, le médecin ne peut pas être la seule ressource de son patient, ne peut pas être la seule porte d'entrée du système. Il faut qu'on ait du personnel pour travailler avec nous. Moi, comme médecin de famille, ça me prend plus d'infirmières dans mon GMF. À la grosseur du GMF qu'on a à Val-d'Or, on serait supposé avoir 5 infirmières, 2 travailleurs sociaux pour s'occuper de notre clientèle. Depuis 3 ans, on a 2 infirmières, 1 travailleuse sociale. Et j'ai eu 2 rencontres avec le ministre en passant. « Monsieur Dubé, là, vous savez, là, moi, pour être performant, là, ça me prend mes 5 infirmières, ça me prend mes 2 TS. » « Ah oui, docteur Condé, il n'y a pas de problème. C'est peut-être une priorité de Santé Québec. » Ben oui. Ça fait 1 an qu'on s'est parlé, puis pas du tout. C'est pas la priorité parce qu'évidemment, mais l'hôpital, les ressources viennent de l'hôpital, puis l'hôpital, elle veut garder ses ressources pour les étages, pour l'urgence, fait qu'ils vont pas l'envoyer en GMF. Bon, pénurie de ressources. Travail en équipe permettent évidemment, puis travailler avec les physios, permettre aux physios de prendre plus de décisions cliniques, élargir la pratique des pharmaciens, leur permettre peut-être de faire des prescriptions pour des cas simples. Donc, c'est des choses comme ça qui vont nous permettre de diminuer la charge sur les médecins. Ensuite, l'interopérabilité, ben là, ça c'est ça, je pense que ça c'est en bonne voie, là. Ça, c'est le fédéral avec le projet de la loi C-72 que la ministre Michel promet de remettre au feuilleton cet automne. Donc, c'est un projet de loi qui avait été déposé sous l'ère Trudeau, qui n'est pas passé avant la fin de la session parlementaire. Le fédéral veut le remettre au feuilleton. Ça va obliger les systèmes informatiques de se parler parce que la pharmacie est à 2 coins de rue de ma clinique, mais entre la pharmacie et moi, on se parle par fax. Ça n'a pas d'allure parce que nos 2 interfaces ne sont pas compatibles. De ma clinique, je parle au système informatique de l'hôpital de Val-d'Or, mais l'hôpital de Rouyn-Noranda, à 100 km de là, je suis pas capable d'avoir accès au dossier du patient à Rouyn-Noranda. Et oublie ça quand mon patient s'en va à Québec ou à Montréal. Là, c'est encore le fax. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transférer le dossier de monsieur Untel? Ça prend 3 semaines avant que tu le reçoives. Puis vous, à Québec, ça va être la même chose. Entre hôpitaux à Québec, vous devez avoir de la misère à avoir les dossiers l'un de l'autre. Bref, l'interopérabilité, ça aussi, ça va nous permettre d'améliorer la rapidité de l'échange d'informations, ce qui va aider le médecin, parce qu'on passe beaucoup de temps à attendre l'information, recevoir l'information. Ouais, je veux bien t'opérer, monsieur, mais j'ai besoin de savoir c'était quoi ton dernier protocole opératoire, qu'est-ce que ton dernier chirurgien a fait, et ça va te prendre 3 semaines à avoir son dossier médical. Puis il y avait milieu sécuritaire, alors, c'est ça, vous faites référence. Oui, donc ça c'est par rapport au harcèlement. Donc ça, c'est surtout dans les grandes villes qu'on s'en aperçoit avec l'itinérance, l'augmentation de l'itinérance. Donc, il y a les hôpitaux de certains centres-villes. Je sais pas si c'est votre cas à Québec, mais les médecins sont victimes d'harcèlement, de comportements agressifs de la part de patients. Donc là, il faut travailler au niveau
de la société, la clientèle itinérante, leur trouver des ressources appropriées, les prendre en charge, leur trouver des travailleurs sociaux pour les suivre, parce que dans certains centres-villes, partout au Canada, il y a un problème. Donc, il y a une augmentation de l'itinérance. C'est pas juste à Montréal, même à Val-d'Or, il y a une augmentation de l'itinérance. Et ça amène des problèmes au niveau de la sécurité des équipes soignantes. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com. www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Puis, on a parlé de la meilleure connectivité des systèmes. Tu parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Je me faisais la réflexion avec l'échec, un des nombreux échecs de notre gouvernement actuel, mais l'échec donc du dossier santé numérique, ou tout au moins la mise sur pause, disons. Puis je me demandais si c'était le bon outil en 2025, parce qu'on en parle depuis un quart de siècle. Il y a déjà eu des échecs, d'ailleurs, dans le passé. Là, les gens pourront faire des recherches. Là, on a déjà dépensé quelques milliards là-dessus dans le passé. Mais je me demandais, ou je me faisais la réflexion, si on prend un pas de recul avec, tu parlais des scribes électroniques, tu parlerais de l'application de la possibilité de générer des résumés, des notes, des papiers à soins. Je me demandais si éventuellement le dossier du patient ne pourrait pas être sur son téléphone dans son application personnelle où lui, au fil de son parcours médical, recueille les informations pertinentes. Donc, quand il va te voir, il part avec la note de la rencontre avec toi. Le résumé de sa condition clinique dans ton dossier, il l'a dans son application personnelle. Il va passer un scan à Rouen, scanne le code QR de la clinique, reçoit le scan dans son application, c'est rangé dans la section imagerie. L'application peut même faire un résumé des trouvailles du scan pour un peu le vulgariser à son intention. Mais j'ai peut-être l'air lunatique un peu, mais je me questionne si cette grosse machine de dossier santé numérique, qui est une chimère, là, me demande si il n'y a pas des solutions plus simples, des applications qui coûtent 5$ d'abonnement par mois, dont la puissance va augmenter sans cesse, puis qu'éventuellement, toi, tu aurais donc un patient de Montréal qui vient te voir à ton bureau parce qu'il est en vacances en Abitibi. Ben, il dit, parfait, Dr Condé, il ouvre son téléphone, tu scannes le code QR, tu vois apparaître les données printées, toute l'information est là, le dossier pharmaceutique, puis ça se met à jour. C'est un outil qui est en constante. Puis là, je te parle de ce que l'IA peut faire en 2025. On se projette dans 5 ans. Je veux dire, ça va être incroyable. Là. Fait que je suis juste en train de me dire, peut-être qu'on essaie de mettre sur pied une structure trop grosse, trop coûteuse, non performante, alors que si on centrait ce dossier patient sur le patient lui-même, ben l'interconnectivité est là. L'application est dans le téléphone du patient. Donc, on n'a pas besoin de soucier. On se soucie moins de connecter les hôpitaux entre eux. Mais bref, je dois être un rêveur. Non, mais écoute, c'est... Donc, je ne suis pas un spécialiste du dossier EPIC, mais ce que j'entends dire, c'est que c'est en effet pas... c'est pas seulement à cause de ils ont dit que c'était à cause les médecins partis plus aux réunions, c'est pour ça que ça tardait. Non, c'est ce que des gens de l'interne me disent, c'est pas ça. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes d'interconnectivité, tout à fait. Écoute, à suivre. Bref, peut-être que peut-être que l'idée cheminera. Jean-Joseph, si tu as devant toi, disons, un jeune collègue qui commence, là, puis qui arrive, il prend connaissance du sondage, il est un peu craintif, il se dit, c'est sûr que moi, comme on dit en bon québécois,
je vais péter aux frettes donc, pour nos auditeurs européens. Donc, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil là, en 2025 pour essayer de s'épanouir au plan professionnel, personnel, tout ça? Il te consulterait en tant que sage. Là, donc, je pense que c'est important de savoir dans quoi tu t'embarques. Donc, c'est les attentes. Il faut avoir des attentes réalistes vis-à-vis le réseau de la santé. Premier point, parce que dans notre sondage, autant il y avait 46%, 42% des médecins qui montraient des signes de dépression. Chez les résidents, on parle de résidents, c'est 58% qui démontrent des signes de dépression. Donc, il y a une fragilité là chez les jeunes médecins. Pourquoi? À cause de leurs attentes. T'sais. Donc, quand tu rentres en médecine, là, comme nous, quand on était jeunes, hey, c'est beau la médecine, on va sauver le monde, on va travailler dans un environnement de travail dynamique, stimulant, avec de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Puis j'ai l'impression que quand ils arrivent sur le terrain, ben ils se rendent compte que c'est pas ça la réalité. La réalité, elle est beaucoup plus dure que ce à quoi on s'attendait. Alors, je pense que première chose, faut se préparer. Nous, tu sais, c'est moins pire parce que nous, on a vu le système se dégrader. Là. On le voit, ça fait des années qu'on le voit venir. Là. Donc, on est plus prêt à ce qu'on voit aujourd'hui que les jeunes médecins, les jeunes résidents. Donc, avoir des attentes réalistes par rapport au réseau. Puis, deuxièmement, l'équilibre travail-famille, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Très important de prendre du temps pour soi, de prendre à sa santé parce que personne ne veut se faire soigner par un médecin épuisé. Et dans mes années à l'ACPM, l'Association canadienne de protection médicale, un des facteurs de risque des poursuites médicales et des plaintes étaient les médecins épuisés. Un médecin avec un taux élevé d'épuisement professionnel est plus à risque de faire une erreur médicale. Donc vraiment, il faut prendre soin de nous. Il faut se mettre des barrières et c'est malheureusement, et le projet de loi va tout à fait à l'encontre de ça, le projet de loi 106, ce n'est pas avec des moyens punitifs qu'on va faire des médecins épuisés être plus performants. C'est ridicule de penser ça. Tout à fait. Écoute, j'ai hâte de voir si le message va passer. Donc, on devrait le savoir assez rapidement, possiblement. On est dans la bonne semaine. Écoute, on est dans la bonne semaine. Possiblement, l'épisode devrait être en ligne le 28 octobre, ce qui fait que peut-être qu'on a eu réponse à certaines de ces choses-là, mais je sens quand même un bon vent. Écoute, on verra. Écoute, Jean-Joseph, merci beaucoup. Même si le sujet est difficile, on a toujours une petite baguette magique, donc on atterrit ça un peu tranquillement. Là. Ça va certainement rejoindre certains des éléments dont on a discuté aujourd'hui, mais si tu pouvais changer une chose par magie dans le réseau aujourd'hui, en octobre 2025. Les ressources. Je pense que notre gros problème, c'est la pénurie de ressources. Plus de ressources dans le réseau, parce que tout le monde en demande. Tu parlais des blocs opératoires tantôt. Si on veut ouvrir plus de salles d'opération, ça va nous prendre des infirmières, ça va nous prendre des professionnels de la santé. Si on veut suivre plus de maladies chroniques en GMF, ça va nous prendre plus de professionnels de la santé pour assister, pour aider les médecins. Des ressources. Et en fait, quand tu dis cela, ça m'amène à faire le commentaire suivant. C'est un des autres effets délétères de la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est l'image extrêmement négative que ça donne du réseau de la santé auprès des jeunes qui sont au moment de faire un choix de carrière, puis qui regardent ça de l'extérieur, qui disent « Allez, en travailler en santé, jamais. » Écoute, l'exemple près de moi, ma fille est infirmière, puis aucun intérêt pour travailler dans le réseau hospitalier. Aucun. Alors, c'est certainement pas étranger au fait qu'elle entend depuis quelques années les doléances continues des médecins, les plaintes du gouvernement, tout ce qu'on entend de négatif. Donc, puis ça témoigne probablement de ce qui se dit dans les facultés de soins infirmiers, là.
Qu'est-ce qu'elles se disent entre elles, là, les candidates? C'est pas... Écoute, va pas à l'hôpital, là, ça n'a aucun sens. Tu n'auras pas de qualité de vie. Le temps supplémentaire obligatoire. Tu vas travailler de nuit pendant des années. Tu vas être de garde une fin de semaine sur 2. C'est ça, là, c'est un cercle vicieux. Où il y a moins en moins de gens, les conditions se détériorent. Là. C'est vers ça qu'on s'en va, mais au lieu de parler de ces vrais enjeux-là, on est en train de se battre face à un projet de loi qui est discriminatoire. Donc... Tu as tout à fait raison, Jean-Pierre, et on le vit en Abitibi. Tu as des infirmières, tu as des médecins qui préfèrent, plutôt que de travailler dans le réseau, qui préfèrent aller faire du botox en cabinet privé parce que l'environnement de travail est plus agréable. Ben écoute, c'est le reflet d'une forme d'épuisement professionnel, puis ces gens-là se traitent comme ça. Ils quittent le réseau plutôt qu'ils laissent leur santé. Moi, je ne critique pas ces gens-là, là. C'est peut-être eux qui prennent la bonne décision pour leur propre santé. Et la seule façon de les retenir dans le réseau, c'est en améliorant l'environnement de travail dans le réseau, et c'est pas avec un projet de loi punitif qu'on va les garder dans le réseau. Dernière question, une rencontre de rêve ces jours-ci? Comment qu'on s'est rendu là, Jean-Pierre? T'sais, on est quand même au Canada, dans un pays développé, un des meilleurs pays au monde au niveau du système social, du filet social. Comment est-ce qu'un pays aussi développé que le Canada a pu ne pas planifier la crise de ressources qu'on vit actuellement? Donc, j'aimerais ça m'entretenir avec des premiers ministres de l'époque, des années 2000. Comment ça que vous l'avez pas vu, là? Vous êtes pas ignorant, là. On le savait que la population allait vieillir. On le savait qu'on faisait moins de bébés au Canada. T'sais. Comment ça qu'on n'a pas planifié cette pénurie de ressources? Donc, dans les pays de l'OCDE, en moyenne, aujourd'hui, ils forment 14 médecins par 100 000 habitants en raison du vieillissement de la population. Au Canada, on est encore à 7,5 médecins par 100 000 habitants qu'on forme. On ne l'a pas vu venir. Comment ça qu'on ne l'a pas vu venir? Manque de vision, je pense. Manque de vision, puis je reviens à ce fameux projet de loi 106 et on va conclure avec ça. Lorsque le ministre dit qu'il veut inscrire tous les patients auprès d'un médecin de famille là, d'ici 1 an, c'est pas ce à quoi je m'attendrais de la part d'un ministre de la Santé. Là. Tous les experts disent que ça ne marchera pas, c'est inutile, il n'y a pas assez de médecins. Je veux dire, c'est comme dire à un chef cuisinier, écoute, tu reçois 12 personnes demain soir, mais je te donne la nourriture pour 6. Tu sais, des ingrédients pour faire de la nourriture pour 6, puis là, tu te dis, écoute, je peux pas. Tu sais, faire pour 12, là, j'ai de la nourriture pour 6. Ouais, mais fais-le pareil, tu sais. Mais non, mais je peux pas. Exactement. Non, mais fais-le pareil, puis les gens vont se présenter. Là. C'est moi qui contrôle l'entrée. Donc, je parle de vision. Et pourquoi on en est rendu là? Parce qu'on n'a pas de vision. C'est-à-dire qu'on n'a pas... en fait, on a les politiciens qu'on mérite. Là. Mais moi, ce à quoi je m'attendrais de la part d'un gouvernement dans le domaine de la santé, c'est qu'on dise, bon, quels sont les objectifs, mettons, qu'on dirait on veut qu'en 2040, par exemple, les Québécois entrent dans le système de santé 5 ans plus vieux. Parce qu'on sait qu'un des enjeux au Québec, des gens vivent vieux, mais vivent malades plus longtemps que certains pays européens en raison de nos habitudes de vie. Donc, on dirait, bon, on veut rentrer dans le système de santé plus tard. Parfait. Ça, c'est l'objectif 2040. On veut rentrer 5 ans plus tard dans le régime de santé, dans le réseau de la santé. Là, on dirait, bon, ben, quels sont les moyens pour y arriver? Ben, peut-être qu'on se rendrait compte, ben, le moyen pour y arriver, c'est investir dans le sport à l'école. Donc, ce serait peut-être ça l'objectif numéro 1 du ministère de la Santé, tu comprends? De dire, on va faire plus de sport aux jeunes, enlever de la malbouffe, sensibiliser à d'autres trucs, avoir des... Finalement, on se rendrait peut-être compte que d'inscrire tous les patients auprès d'un médecin de famille, ça ne nous rapproche pas de cet objectif-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si je demandais, écoute, je m'étire un peu, c'est comme si je t'avais demandé au début de ta vie, Jean-Joseph, toi, là, comment ta vie, comment tu la vois? Là, tu vas me répondre, ben moi, j'aimerais ça, avoir une belle carrière professionnelle, fonder une famille, avoir des enfants. J'aimerais que mes enfants aient une bonne éducation, soient heureux, tout ça. Mais là, je t'aurais posé cette question-là. Toi, Jean-Joseph, là, c'est quoi tes objectifs de vie? Puis là, tu m'aurais dit, ben écoute, moi, je veux rénover la toilette
cette année? Puis là, je te disais, non, c'est pas ça la question que je te pose. C'est quoi tes objectifs de vie? Et bon, ben, la toilette, plus tard? Non, juste... Ça a l'air absurde, là. Ces gens-là... Non, mais... Ma question par rapport à ces gens-là, tu dis qu'ils n'ont pas de vision. Mais écoute, ils ont toutes sortes de conseillers avec des maîtrises, avec des PhD autour d'eux que toi et moi, on n'a pas. Comment ça qu'avec un groupe de conseillers, tu peux te payer tous les conseillers que tu veux? Comment ça vous n'avez pas vu la crise venir et que vous ne l'avez pas planifié? Je comprends pas. Ben, c'est parce qu'on est dépendant. On n'est pas un pays du tiers-monde. On est dépendant des cycles électoraux. Là. J'écoutais Patrick, j'écoutais Paul Arcand en entrevue avec François Legault cette semaine. Puis il disait, tu sais, Monsieur Legault, vous aviez dit que vous n'alliez pas vous présenter pour un autre mandat, tu sais. Puis finalement, ben, il patine pour dire finalement, là, il l'a dit. Il dit, moi, je pense que je suis la seule personne capable de faire passer le Québec à travers cette crise-là. T'sais. Bon, OK. Mais c'est l'attrait du pouvoir, mon vieux. Alors là, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est sauver les élections de l'automne 2026. Je pense pas que c'est vraiment d'avoir une population en santé dans 15 ans. Là. Selon moi. Mais bref, écoute... une rencontre, donc la rencontre de rêve, les premiers ministres. Parfait. Écoute, c'est une belle... des années 2000, je vais poser la question. Là. Mon invité de la semaine dernière, donc Dr Charbonneau, m'a répondu qu'il aimerait rencontrer un peu plus tard François Legault et Christian Dubé. J'ai trouvé ça excellent parce qu'il aimerait ça comprendre dans quel état d'esprit ils sont actuellement. Fait que j'ai dit peut-être que ça va arriver. Donc, écoute, mon cher, Et peut-être que tu devrais les inviter à ton podcast quand ils auront quitté la politique, Jean-Pierre. Écoute, on verra. Écoute, je te remercie énormément. C'est hyper agréable. Puis, souhaitons que les choses aillent pour le mieux quand même. Gardons espoir pour les réseaux de la santé, là, parce qu'on est quand même là pour les patients puis pour la population. Semaine cruciale. Très intéressante à venir. Cruciale, oui. Excellent. Ben, toujours un plaisir, Jean-Pierre. Merci. Salut. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.